Bien, bonjour à tous. Donc moi aussi, je vais répéter des choses que certains d'entre vous ont certainement déjà entendues. Mais bon, c'est toujours pas mal de répéter des choses parce que c'est pas forcément très simple comme discours, donc il vaut mieux le répéter. Donc je vais repartir un petit peu du même type de graphique que vous a présenté Alain. Donc en haut, l'évolution des concentrations en nitrate en Bretagne et en bas, l'évolution du nombre de ports. Donc effectivement, on est fort tenté de faire la relation directe entre les uns et les autres. Et encore dans les médias aujourd'hui, on dit s'il y a des nitrates en Bretagne, c'est à cause des cochons. Et si on enlève les cochons, il n'y a plus de nitrates, il n'y a plus d'algues vertes. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans la subtilité parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que mon propos n'est pas de disculper l'agriculture, je vous rassure tout de suite. Effectivement, s'il y a des fuites de nitrates, des fuites d'azote dans les bassins versants bretons et ailleurs, bien ailleurs, c'est parce que l'agriculture apporte trop d'azote, ou plutôt perd trop d'azote à la sortie de ces bassins. Et quand on essaie de faire la relation entre les deux, alors comment ça marche? Là. Donc là, j'ai mis les pertes d'azote dans les rivières, et là, une mesure comme une autre de l'excès d'azote par l'agriculture en faisant la différence entre ce qu'on apporte et ce qu'on exporte par les plantes. Et vous voyez, il y a une certaine relation, il y a une relation très nette, mais vous voyez aussi qu'il y a une énorme variabilité, et en particulier dans les valeurs relativement élevées, quand on a des surplus relativement importants, vous avez certains systèmes qui perdent peu d'azote et d'autres qui en perdent beaucoup. Donc voilà ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Alors, le schéma est très compliqué, les choses sont très compliquées, on va essayer de simplifier et pour cela de partager les phénomènes en trois. D'abord la production, donc d'où vient l'azote et comment l'agriculture produit de l'azote qui est prête à être lessivé et donc emporté par les eaux jusqu'à la rivière. Ensuite, comment il est emporté, et puis finalement, avant d'arriver à la rivière, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de le récupérer ou de l'éliminer? Donc la production. Alors il y a d'abord des causes naturelles. En Bretagne, effectivement, on est mal loti, question sensibilité nitrique. On a un environnement qui est très favorable à ce que l'agriculture perde de l'azote pour trois raisons principales. Un climat doux et humide. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, mais ça arrive. Et ce climat doux et humide, en termes d'azote, il a une conséquence fondamentale, c'est que toute l'année, les sols fabriquent du nitrate. Fabriquent du nitrate en décomposant la matière organique. Et ce, toute l'année. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. En Allemagne, entre le mois de novembre et le mois de février, les sols sont gelés. Enfin, entre le mois de décembre et février, les sols sont gelés, ils ne fabriquent pas de nitrate. La cause numéro 2, c'est que, notamment, il pleut beaucoup en hiver. Et cette saison de drainage, donc l'eau qui percole complètement à travers le sol, elle est longue, elle dure de novembre à mars environ. Et c'est un moment où les plantes ne prélèvent pratiquement pas d'azote. Donc vous voyez, le sol fabrique de l'azote, les plantes ne le prélèvent pas à cette époque-là en particulier. La troisième cause, c'est qu'on a beaucoup de sols perméables et peu profonds. Donc en fait, quand il y a de l'azote dans un sol, il y a une compétition permanente entre l'entraînement de cet azote en profondeur par l'eau et le prélèvement par les plantes. Et tout le secret d'une agriculture qui ne perd pas d'azote, c'est d'essayer de faire gagner le premier sur le second, ce qui n'est pas forcément très évident. Alors voyons maintenant les causes liées à l'agriculture. Alors j'en ai retenu 8. On pourrait détailler, mais en simplifiant, il y en a 8 principales. La première, c'est celle que tout le monde connaît, c'est trop de fertilisation. Trop de fertilisation, soit parce qu'on ne raisonne pas, on ne calcule même pas combien il faudrait en mettre, on en met trop pour assurer, soit parce qu'on a tellement d'effluents qu'on ne sait pas où les mettre, donc on les met sur les sols. Bon, c'est ce qui s'est passé en Bretagne pendant de très nombreuses années. Depuis 15 ans,
c'est en forte régression. Ça ne veut pas dire que ça a complètement disparu, mais ça a très fortement régressé. Notamment de par les actions réglementaires de plus en plus appliquées, il faut bien le dire. La cause numéro 2, c'est toujours un excédent de fertilisation, mais lié cette fois à un mauvais calcul. Pourquoi un mauvais calcul? Parce qu'on a sous-estimé le phénomène de production d'azote par les sols, parce qu'on a surestimé les rendements qu'on comptait faire, ou pour plein d'autres raisons, parce qu'on assure trop, etc. La cause numéro 3, c'est toujours un excès de fertilisation, mais cette fois on a bien calculé, seulement en manque de chance, la culture a eu un problème, soit elle a été malade, soit il a fait un mauvais temps, et elle a mal poussé, donc elle n'a pas prélevé tout l'azote qu'on avait prévu qu'elle prélève. La cause numéro 4, c'est une mauvaise répartition des effluents, en particulier sur les cultures. Et là, on rejoint quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Madame la vice-présidente, à savoir le problème du foncier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'exploitations en Bretagne qui n'ont pas la structure foncière, une structure foncière très favorable à une répartition très homogène et très optimale des déjections sur leur parcelle. Cause numéro 5, plus compliquée, un décalage dans le temps entre la disponibilité de l'azote et le besoin des cultures. Par exemple, on met du fumier, on met du compost, il met un certain temps à libérer l'azote que la culture va pouvoir prendre, et si on a mal calculé le coût, ou là encore s'il y a des problèmes climatiques, ben il se peut que le moment où il libère son azote soit un moment où les végétaux ne sont pas là, ou ne sont pas vraiment actifs pour le prélever. 6e cause, et là c'est une cause absolument fondamentale à Bretagne compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, un couvert végétal d'automne et d'hiver inefficace. Les causes précédentes vont avoir pour effet de laisser en fin de saison de culture de l'azote présent dans le sol. Si on rajoute à ça l'azote que le sol va lui-même fabriquer pendant l'automne et l'hiver, eh bien, tout cet azote-là, s'il n'y a personne pour le prélever, ou pas assez des végétaux pas assez efficaces, eh bien, il va partir en profondeur. Alors ça ne veut pas dire simplement un couvert végétal. C'est un couvert végétal efficace. C'est-à-dire qu'un blé d'hiver, ça ne prélève quasiment pas d'azote pendant cette période. Ça veut dire qu'un couvert végétal semé en catastrophe après un maïs au mois d'octobre, il prélève quasiment pas d'azote, enfin peu d'azote, etc. Cause numéro 7, une mauvaise gestion des prairies. Alors, en particulier sur pâturage, affouragement aux champs, etc., qui provoquent localement des excès d'apport de déjection par le bétail, une destruction de la structure du sol qui provoque des pertes importantes. Et enfin, la dernière cause, une mauvaise gestion des résidus de culture riches en azote. Ça, c'est une cause qui concerne aussi en particulier l'agriculture biologique, hein. C'est-à-dire que quand on retourne une prairie, quand on retourne des parcelles en légumineuses, etc., eh bien, il faut faire très attention qu'il y ait les plantes ensuite qui soient là au bon moment pour prélever cet azote libéré pendant ces opérations. Une destruction de prairies de 4-5 ans, c'est 300 kg d'azote dans l'année et demie qui suit. Et là encore, si on met un maïs derrière, ben, il y a peu de chances que ça la récupère. Alors, j'ai quand même mis une diapo sur le bio, bien que mon propos ne soit pas là de parler du bio. Là, j'ai pris la dernière étude disponible, donc une compilation d'études qui ont comparé des systèmes bio à des systèmes conventionnels. Alors, on peut faire un certain nombre de critiques sur ces comparaisons, que les deux ne sont pas forcément comparables. Vous le savez aussi bien que moi, mais ce que donne cette étude est assez caractéristique de ce qu'on trouve un peu partout, à savoir que globalement, les pertes d'azote sous système bio sont inférieures significativement à ce qu'elles sont sous système conventionnel, en gros entre
entre 15 et 40% inférieur, mais ça peut aller à beaucoup plus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très forte variabilité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'études. Enfin, disons qu'il y a un tiers des études, entre un tiers et un tiers pour ce qui est des études au champ, et à peu près 10-15% pour ce qui est des études totales, dans lesquelles les systèmes bio perdent un peu plus, voire significativement plus d'azote que les systèmes conventionnels. Transfert et stockage. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que la façon dont l'eau qui tombe de la pluie arrive jusqu'à la rivière est très compliquée et très variable. Elle peut passer tout en surface, elle peut passer très en profondeur. La majorité passe dans cette zone-là, là que vous voyez en bleuté un peu plus soutenue. Et ce qu'il faut retenir, en Bretagne, il y a à peu près entre 80 et 95% de l'eau qu'on trouve dans les rivières qui, à un moment ou à un autre, est passée en souterrain. Il y a très peu de ruissellement strictement de surface en Bretagne. Et ça, c'est important, là aussi, pour la pollution nitrique, qui est une pollution d'éléments dissous dans l'eau, donc qui transitent en même temps que l'eau en profondeur. Autre conséquence, c'est qu'il y a des stocks importants. Alors, bien sûr, le stock du sol, sous forme organique, hein, très gros stock d'azote, mais aussi dans une nappe relativement contaminée, un stock important aussi d'azote qu'il faut éliminer si on veut obtenir des eaux de bonne qualité. Enfin. Une autre façon de voir les choses, c'est les temps de résidence. Où ce qu'il faut retenir là, c'est que la rivière, c'est un mélange d'eau d'âges très très différents. Il y a des eaux qui sont très jeunes, et puis il y a des eaux qui sont très anciennes, qui ont parcouru un grand trajet en profondeur. Et c'est pour ça qu'à la fois, on peut dire que si on fait des pratiques, si on change les pratiques agricoles, on va voir un résultat rapidement, parce qu'il y a des eaux qui transitent rapidement, mais on va voir le résultat total d'une politique d'amélioration beaucoup plus tardivement, parce qu'il y a des eaux très lentes. Et on ne peut pas faire le lien direct entre une année de pratique agricole et une qualité de l'eau. Et cette inertie, elle est extrêmement difficile à mesurer. On peut l'approcher par modélisation, là aussi, où dans le modèle, on arrête tout apport d'azote à la nappe, et on voit à quelle vitesse les choses s'améliorent. C'est les courbes en vert ici, en jaune ici. On voit que c'est très différent suivant les systèmes. Il y a des systèmes qui descendent très vite, d'autres beaucoup plus régulièrement. Et bien sûr, plus on part de haut, celui-là vous l'aurez peut-être reconnu, plus on part de haut, plus on a du mal à redescendre et atteindre des niveaux intéressants. Transformation très rapidement. Alors, il y a des structures du paysage qui permettent de récupérer l'azote ou de faire diminuer les concentrations par 4 processus essentiels. Le prélèvement d'eau par la végétation, les transformations biologiques comme la dénitrification qui va transformer le nitrate en azote gazeux, le dépôt de sédiments ou de nutriments, mais ça concerne moins les nitrates, et puis la dilution, le fait qu'on mette une eau chargée dans une eau moins chargée. Très rapidement, les zones humides, très efficaces potentiellement, la structure la plus efficace, sauf qu'en Bretagne, là encore, on n'est pas très bien loti, parce que beaucoup de zones humides sont très peu perméables, donc les sols ont du mal à épurer de l'eau, parce que l'eau ne passe pas à travers. Et puis aussi, elles sont moins efficaces en hiver qu'en été, et c'est là où il y a le plus de flux. Les haies, efficacité moyenne, mais grande importance de la haie de ceinture de bas-fond, celle qui séparait autrefois les prairies humides des versants cultivés ou pâturés de façon plus sèche. Les bandes enherbées, dispositif réglementaire efficace pour les pesticides, mais pratiquement sans efficacité pour les nitrates. Le réseau hydrographique, là ce qu'il faut retenir, c'est que toute l'efficacité dépend en fait du temps de résidence de l'eau. Et donc, dans les grandes rivières, dans les retenues, on consomme beaucoup de nitrates,
ou on le transforme, ça ne veut pas dire qu'il disparaît complètement. Par contre, dans les petits ruisseaux et les petits cours d'eau, ça va trop vite pour qu'il y ait un effet important. Très rapidement maintenant, on a testé un certain nombre de solutions déjà. Quelle est leur efficacité? Alors comme ça dure longtemps, on a du mal à mesurer en temps réel l'efficacité des choses. Ça dure longtemps à la fois à mettre en place les mesures et à voir le résultat. Alors là aussi, on s'en sort par les modèles. Donc on a des modèles qui essaient de reproduire et de calculer à l'échelle du bassin versant tous les phénomènes que je viens de vous décrire. Et on commence à avoir une certaine expérience en Bretagne, puisqu'il y a à peu près 20 bassins versants qu'on a modélisés maintenant, notamment dans le cadre d'accompagnement des politiques publiques. On a fait l'évaluation du programme Bretagne au Pur 2, on a fait l'étude accompagnatrice pour les bassins en contentieux, et on est en train de faire la modélisation de tous les bassins à algues vertes et le test des scénarios de projets territoriaux envisagés sur ces bassins versants. Alors, le résultat de ces études. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par calibrer le modèle. Là aussi, on essaie de voir, de reproduire le mieux possible l'évolution passée. Et puis, on fait des extrapolations. Ça, c'est pratique constante. C'est-à-dire, on s'arrête là en 2007 et on regarde à quelle vitesse les diminutions de pression azotée des années précédentes vont se ressentir dans les concentrations. On voit ça continue à diminuer, mais très très peu. Ensuite, on met en place des mesures renforcées. Alors là, on ne change rien au système de production, mais on met des contrôles plus stricts sur les quantités d'azote qu'on peut apporter. Vous voyez, ça améliore les choses, mais ce n'est pas extraordinaire. Il vous reste 2 minutes. Ça va, c'est presque fini. Troisième idée, on fait la même chose, mais en plus on met les zones humides de fond de vallée en système complètement extensif, prairies fauchées sans apport. Et là, on voit qu'on améliore encore assez significativement les choses. Mais on reste à 40 mg par litre, c'est-à-dire très très loin encore de l'effet où on n'aurait plus du tout de lessivage. Alors pourquoi c'est si difficile de baisser les concentrations? Parce que y a l'inertie dont je vous ai parlé, hein, l'inertie liée au stock qui existe dans le sol et dans la nappe, mais aussi au fait que les systèmes régulateurs, moins il y a de nitrate, moins ils vont prendre de nitrate, moins ils vont fonctionner. Et puis l'autre raison, encore plus fondamentale, c'est la mauvaise efficacité du système de production, c'est-à-dire sa capacité à transformer des apports agricoles en produits utiles et exportés. Je vais illustrer ça très rapidement. On part d'une situation très excédentaire, on diminue les apports. Dans un premier temps, on va diminuer les flux dans la rivière assez significativement parce qu'on avait vraiment un très gros excès d'apports. Donc, ça peut se traduire dans la rivière sans baisser les exportations des cultures. Si à partir d'une situation à peu près équilibrée, on essaie de continuer à diminuer les apports, là par contre, on va diminuer les exportations par les cultures et ça va avoir très peu d'effet sur les flux dans la rivière. Donc si on veut diminuer plus, il faut s'arranger pour que quand on baisse les apports, on ne baisse pas les exportations par les cultures, ou alors il faut baisser beaucoup plus encore les deux, quoi. Et là, c'est ce qu'on essaie de promouvoir dans certains bassins à algues vertes. Quand on a beaucoup de systèmes bovins, la diminution du maïs et la mise à l'herbe permet en particulier de faire qu'on diminue les apports, mais qu'on garde une exportation constante, et donc qu'on diminue plus significativement les pertes dans la rivière. Pour finir, 3 conclusions. Pour limiter les fuites d'azote, il faut d'abord des systèmes de production agricole qui utilisent efficacement l'azote. Ça veut dire pas d'excès d'apport, sous toutes ses formes, bien sûr, pas seulement la fertilisation minérale ou organique, mais aussi les apports sous forme de concentré aux animaux.
tous les systèmes, toutes les rotations qui permettent de limiter les pertes, et en particulier des prélèvements, des couverts qui prélèvent toute l'année. Deuxième condition, il faut des paysages variés, complexes, pour maximiser les chances de récupération des fuites par les structures paysagères. Et troisième conclusion, si on veut de l'eau potable à 50 mg par litre, des systèmes conventionnels qui sont très bien gérés et associés à des espaces non agricoles bien gérés aussi, ça peut suffire. Par contre, si on veut du 10 mg par litre, comme ce que veut Alain Ménez-Gouel, et pas seulement lui, il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Merci beaucoup.